Voilà, chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre votre télévision préférée, Ivoire TV. Tout le monde entier a parlé de lui dans toutes les langues, bien sûr parlé sur cette terre des hommes. Je voudrais ici parler de Nelson Mandela. Né le 18 juillet 1918, il est décédé le 5 décembre 2013. De 1994 à 1999, il a été le premier président noir de l'Afrique du Sud. Et puis, les grandes télévisions ont parlé de lui. Et nous aussi, nous allons parler de Nelson Mandela. C'est en ce sens que ce soir, nous recevons sur notre plateau le docteur Nyaka Lagoke, venu directement de DC pour parler, bien sûr, de l'héritage de Nelson Mandela. Et si le temps nous permet, bien sûr, nous allons aussi parler de son combat inachevé de la liberté de l'Afrique. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Merci de cette invitation, d'avoir accepté notre invitation de parler de Nelson Mandela. C'est un honneur et un privilège pour moi, chaque fois que de me retrouver avec l'équipe d'Ivoire TV. Alors, comme je le disais tout à l'heure, tout le monde entier a parlé de lui. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner un aperçu historique de la présence des Blancs en Afrique du Sud? Ok. Merci beaucoup. C'est une question d'entrée. On pourrait situer l'importance de la présence des Occidentaux en Afrique autour de l'année 1652, quand la compagnie hollandaise qu'on appelle Dutch Colony est arrivée dans cette partie de l'Afrique, après la bataille de Ceuta au nord de l'Afrique, qui était connue pour être un espace où on vendait les épices et qui était contrôlé par les Italiens qui faisaient le trafic. Les Européens ont compris qu'il fallait aller à la source. Et c'est ainsi qu'ils allaient engager une politique d'exploration dirigée en ce moment par la première puissance européenne dans le domaine de l'exploration, le Portugal, bien plus tard l'Espagne. Et ainsi, les gens allaient côtoyer les côtes africaines. Et c'est en allant vers les Indes, vous trouvez ces épices-là, la source, et qu'ils certains se reposaient autour du cap de Bonne-Espérance. C'est ainsi que bien plus tard, on allait connaître l'esclavage et qui allait durer pendant plusieurs centaines d'années. Donc c'est dans ce décor-là où les gens se sont installés au cap de Bonne-Espérance pour pouvoir soit se reposer, soit rafraîchir leur bateau ou se rafraîchir soi-même, ou encore pour avoir accès au bétail qui était vendu par les Khoi, un peuple dans l'Afrique australe. Et c'est à partir de cet instant que bien plus tard, l'Angleterre, qui allait devenir une puissance importante autour du XVIIIe siècle, allait naturellement s'impliquer dans cette partie du monde. Et en 1795, le territoire qu'on considère comme étant le Cape Colony a été récupéré par les Britanniques. Bien plus tard, on allait voir que c'est autour de la rivière Fish en 1770 que ce qu'on appellera plus tard les Afrikaners, les Hollandais, allaient se retrouver dans une logique de conflit avec les peuples indigènes, dont les Sam, qui étaient des hommes de forêt, les Khoi, qui étaient des bergers, et puis les peuples Nguni, dans lesquels on a les Kossa, les Zoulous, et puis bien d'autres. Et c'est quand il y a eu ce conflit avec les Zoulous, de Shaka Zulu, mais avant lui, il y avait certainement un roi, et c'est comme ça qu'il y a eu des conflits, et bien plus tard, cette partie australe de l'Afrique allait connaître une série de conflits entre les colons britanniques et hollandais et les peuples indigènes pour la conquête des terres et pour la conquête du bétail. Donc on aura le temps d'aller dans les profondeurs, et bien plus tard, des lois de discrimination allaient être mises sur pied pour pouvoir consolider la domination du pouvoir blanc en Afrique. Donc on aura le temps d'évoluer. C'est ce qui, bien sûr, explique un peu ce système d'apartheid en Afrique du Sud. L'apartheid, c'est 1948. Mais avant l'apartheid, il y avait déjà ce qu'on appelle le BASCAP, qui était un système qui renforçait la conception de la supériorité blanche, ou particulièrement la supériorité des bourgs en Afrique australe. Que ce soit dans le domaine de l'industrie, que ce soit dans le domaine du travail, dans les mines, partout, les Blancs pensaient que c'était à eux de pouvoir contrôler les terres, le bétail. Et quand les peuples endogènes ou indigènes se plaignaient, ils estimaient qu'ils avaient
ce qu'ils appellent le droit de conquête. À partir du moment où il y a eu des guerres qu'ils ont vaincues, donc ils avaient le droit de disposer de leurs terres, de leur bétail. Donc, avec la découverte des diamants autour de 1869 à Kimberley et bien plus tard de l'or dans la ville qui allait devenir Johannesburg, donc l'Afrique australe allait connaître une très forte industrialisation et les Noirs qui n'avaient ni le capital ni la technologie allaient encore être des serviteurs ou bien des travailleurs qui n'avaient pas, qui étaient en tout cas considérés comme des sous-hommes. Donc voilà un peu le décor. Et c'est bien plus tard, en 1948, que le concept de l'apartheid a été conçu pour parler de la séparation séparation géographique, sociale, politique entre les Blancs, ou les Bous, ceux qui sont les Afrikaners et bien d'autres territoires, et bien d'autres peuples, les peuples noirs de l'Afrique australe, de l'Afrique du Sud. Donc en fait, on explique qu'il y a un lien de causalité en fait entre ce que vous êtes en train de dire et l'apartheid, ce qui, bien sûr, explique, je crois, que les actions de Nelson Mandela qui... Oui, avant qu'on arrive sur les actions de Nelson Mandela, donc il y a eu ce conflit entre comme je le disais tout à l'heure, avec la présence des Britanniques, avec les Bous, qui, dans un contexte de guerre où les gens faisaient des raids pour pouvoir prendre les bétails des uns et des autres, ils ont décidé de ce qu'on appelle la grande migration des Bous. Donc de Cape Colony, ils ont fait une migration en allant vers le nord. Et ainsi, dans les conflits qu'ils allaient avoir, dont ils allaient sortir vainqueurs avec les royaumes Zulu, Ndebele ou les royaumes Soto de Moshoche, ils allaient créer des territoires. C'est comme ça qu'après le Cape Colony, il y allait avoir le Transvaal, il y allait avoir le Free Orange State, et puis un peu plus tard, ils allaient créer le Natal, et puis un peu plus tard, il y allait avoir le territoire de Griqualand. Donc voilà, c'est tous ces territoires qui, bien plus tard, en 1910, après la guerre qu'il y a eu entre les Britanniques et les Bous, de 1899 à 1902, les Européens allaient se mettre ensemble pour mettre sur pied l'Union de l'Afrique du Sud, avec les territoires de Cape, du Natal, Orange Free State et puis du Transvaal. Le Cape et Natal appartenaient aux Britanniques et le Orange Free State et le Transvaal appartenaient aux Hollandais, aux Bous. Et c'est ce qui allait donner naissance en 1910 à l'Union de l'Afrique du Sud, et naturellement dans cette union, qui était contrôlée par ces Bous, les Noirs n'avaient pas le droit de vote, et puis donc il y avait toutes sortes de discriminations sociales, économiques et politiques. C'est en réaction à cela, en 1912, 2 ans plus tard, que les leaders des peuples noirs en Afrique du Sud ont décidé de mettre sur pied une organisation politique qu'on appelle le African National Congress, le Congrès national africain, et qui allait devenir le parti de Nelson Mandela, qui l'a rejoint à l'âge de 25 ans. Alors docteur, ici, la question que je voulais vous poser, comment expliquez-vous la différence des systèmes des systèmes d'oppression, oppression blanche bien sûr, avant et après l'apartheid? Puisque là déjà nous allons maintenant dans le système de l'apartheid, bien sûr avec la naissance de Nelson Mandela, comme le disiez tout à l'heure, à l'âge de 25 ans, il a rejoint l'ANC. Comment expliquez-vous ce système d'oppression? Bon, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais ce qu'il faut savoir, comme je dû le dire, si je ne l'ai pas dit, que c'est autour de 1770, autour de la rivière Fish, que les premiers conflits allaient exister entre les peuples africains et puis les colons. J'ai parlé tout à l'heure de la Backscap. Mais maintenant, pendant les 40 premières années de l'ANC n'était pas un mouvement politique qui était fort. Les gens faisaient des pétitions, des déclarations ici et là. C'était une organisation, un syndicat qui allait être un peu plus dynamique dans la lutte contre le système répressif des Occidentaux. C'est quand la génération de Nelson Mandela, la jeunesse avec les Oliver Tambo, les Walter Sisulu et les Alfred Nzo, la jeunesse de l'ANC, quand ils ont décidé de changer le cours, que le système de l'apartheid allait devenir beaucoup plus répressif. Et donc voilà pourquoi, un peu plus tard, les manifestations de désobéissance civile qui allaient être entreprises et par le Pan African Congress, qui était une branche
de l'ANC qui est allé, qui voulait faire la promotion du nationalisme africain avec Robert Sobukwe et bien d'autres. La répression allait être tellement brutale que les gens sans armes en Afrique du Sud allaient être tués. Et donc, c'est ce qui a fait que les Bou estimaient que la seule façon pour eux d'asseoir leur système, après avoir défait les royaumes en Afrique du Sud, noirs en Afrique du Sud, au 19e siècle, bien plus tard, il fallait faire la répression. Et donc, c'est ce qui peut justifier un peu qu'ils aient fait l'apartheid, qui devait être consolidé à tous les niveaux par une répression systématique, par l'usage de la violence contre les peuples qui n'étaient plus armés. Parce qu'en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, l'ANC qui venait de naître devenait un mouvement politique avec les actions de Nelson Mandela qui a créé la branche armée en fait de l'ANC, ce qui l'a conduit en prison pendant 27 ans. Alors, comment expliquez-vous aujourd'hui, comment pensez-vous que les actions de Nelson Mandela ont changé, je dirais, la libéralisation de l'Afrique? L'Afrique ou bien l'Afrique du Sud. Bon, on va d'abord... Je voudrais plutôt aller de manière globale, prendre l'Afrique entière. Mais on peut se focaliser sur l'Afrique. Non, pas de problème, je vais essayer. Bon, d'abord, il faut voir le type de leadership que Nelson Mandela représente. On aura le temps de parler un peu de son bilan un peu plus tard. Il avait une qualité qui était un peu spéciale quand il était... comme il a dit lui-même pendant l'oraison funèbre qu'il a faite pour Walter Sisulu, que venant d'une famille de chefs, donc il savait qu'il était né d'une façon ou d'une autre pour diriger. Et qu'il a appris par Walter Sisulu que le leadership, là, c'est le service. C'est ainsi qu'à chaque fois, Mandela n'était pas le président de la jeunesse de l'ANC, il n'a jamais été président de l'ANC, mais à chaque fois qu'il y avait des moments importants dans l'organisation de la lutte, on l'appelait le volunteer in chief. À chaque fois, celui qui disait qu'il allait prendre l'initiative pour organiser, pour que ce soit la désobéissance civile, que ce soit ce qu'il appelait le M-plan, quand l'ANC a été banni et qu'il fallait installer les cellules clandestines. Quand il fallait faire la lutte armée, c'était encore Nelson Mandela. Et quand il fallait organiser le Freedom Charter de 1955, il y a encore joué un rôle. Donc voilà un peu, d'abord, ce qu'on peut retenir de l'homme en termes de leadership. Deuxièmement, ils ont compris que la répression qu'ils vivaient était tellement importante qu'il fallait mettre l'accent, avant même lui, qu'il fallait mettre l'accent sur la solidarité africaine, dans un contexte de solidarité panafricaine. Avant lui, il y avait Luthuli, qui a eu le premier président de l'ANC à recevoir un prix Nobel de la paix, qui a fait des voyages un peu partout dans le monde, allé en Europe, qui est venu sur les Nations Unies. Et avant lui, il y avait un certain Zuma qui avait épousé une noire américaine qui, elle, allait relancer la branche de l'ANC des femmes de 1943 à 1949. Donc, dans ce décor-là, l'ANC est un mouvement politique qui a compris très tôt, à l'origine, l'importance de la solidarité panafricaine. Et quand Nelson Mandela lui-même décide de sortir pour essayer de rencontrer Kwame Nkrumah, qui n'a pas pu voir, mais que Oliver Tambo a rencontré, quand il va en Tanzanie pour rencontrer Julius Nyerere, qui était aussi un champ du panafricanisme. Donc, voilà comment l'ANC évolue. Et donc, quand bien plus tard, nos leaders prennent la responsabilité de diriger l'Afrique du Sud, ils ont compris qu'il fallait naturellement respecter cette tradition de solidarité africaine. Thabo Mbeki allait parler plus tard de la Renaissance africaine, qui est une variante du panafricanisme. Donc voilà un peu comment on peut se situer. Et donc les pays africains, les lutteurs se soutenaient, et c'est comme ça que, bien plus tard, on allait parler des pays de la ligne de front en Afrique australe. Voilà, donc voilà ce qu'il faut dire par rapport à cela. Alors, par rapport à cela, docteur, comment expliquez-vous le fait que la domination blanche a tant duré en Afrique du Sud par rapport aux autres pays d'Afrique? Oui, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour résumer, il y a plusieurs éléments. Quand, je ne sais pas comment on dirait ça en français, mais settlers, quand les Occidentaux, quand les Hollandais vont en Afrique, c'est vrai qu'ils sont venus, ils ont fait la colonisation bien avant la conférence de Berlin, et puis après la conférence de Berlin, il y a eu des Français qui sont venus en Côte d'Ivoire, des Britanniques sont allés au Ghana, il y en a qui sont allés dans la partie du Nigeria, mais ils sont venus, il y en a qui n'avaient pas l'intention, en fait, il y en a qui sont venus s'installer pour exploiter nos ressources, exploiter les bras valides, pour pouvoir développer l'industrialisation en Europe,
Mais la mentalité avec laquelle les Hollandais sont allés là-bas, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se font appeler Afrikaners, estimant que la terre leur appartient à partir d'avoir conquis. Donc quand il y a la révolution industrielle avec la découverte des mines d'or et de diamants, et qu'il y a une telle industrialisation et que différentes personnes vont dans cette partie du monde, donc l'intérêt économique qui lie les puissances impérialistes, right? Et l'intérêt économique qui lie les compagnies qui sont en train d'exploiter le diamant et l'or, et avec leur network à travers le monde, ça fait que c'est difficile pour des peuples sans défense et qui ont été déjà désarmés par la supériorité technologique et militaire des Britanniques et des Hollandais de s'organiser comme il se doit. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, quand on parle de la politique de l'apartheid, quand on sépare géographiquement les gens, donc c'est quand même un peu difficile parce qu'avec les passes, les gens devaient avoir des documents partout où ils allaient. Cela existait même avant l'apartheid en 1948 quand je parlais de la Backscap et puis aussi qu'on appelle ça le code Otento. Il faut avoir un document. Quelqu'un doit travailler dans un espace. Quand tu y vas, à une certaine heure, il faut sortir de là-bas. Donc, ce qui fait que c'était un peu difficile d'avoir accès à ce que je peux appeler le cœur du système de l'apartheid, où les Noirs ne pouvaient pas forcément être, même s'ils avaient envie de s'organiser. Deuxième élément. Troisième élément, ces Afrikaners, ces bouts, étaient des gens qui étaient des fondamentalistes chrétiens et qui croyaient en la supériorité de leur vision ou bien de leur conception du monde. Donc, tous ces facteurs mis l'un dans l'autre ont fait que c'était un peu difficile. Et puis, en plus, ils ont eu la bombe atomique. Et puis, l'Angola, qui a eu le soutien avec Agostinho Neto, et puis Eduardo dos Santos, qui a eu le soutien de Cuba, pour des raisons que je n'arrive pas bien à comprendre, ils n'ont pas eu ce soutien comme il se doit. Et donc, il n'y a pas véritablement eu de guerre contre le pouvoir blanc en Afrique du Sud, même si ce combat a eu lieu sur la terre d'Angola, où Fidel Castro soutenait naturellement Eduardo Santos contre les Jonas Savimbi, qui lui avait le soutien de l'Afrique du Sud raciste, et puis des États-Unis, et puis bien sûr d'autres puissances coloniales, impérialistes. Alors, docteur, à vous entendre, je vais vous poser la question de savoir quelle lecture faites-vous des négociations entre Nelson Mandela et le pouvoir blanc? Bon, d'abord, en 1961, quand Nelson Mandela avait lancé l'idée, parce que quand on parle de Nelson Mandela, il y a tellement de choses. Laisse-moi, je vais me permettre de faire cette digression. Parfois, les gens parlent de Mandela, il est mort à 95 ans, il est rentré à l'ANC, il avait 25 ans, donc pendant 70 ans de vie. Donc, sa vie est liée et au combat politique et à ce qu'on appelle l'activisme et tout ce qu'on peut imaginer. Donc, pour pouvoir savoir des choses sur un tel individu, il y a une série de documents auxquels les gens doivent avoir accès avant de pouvoir parler de Nelson Mandela. On a entendu qu'il a trahi la lutte, qu'il a fait des négociations assez secrètes, et les gens on a dit toutes ces choses-là. Alors voilà ce qu'il faut ce que moi je sais. En 61 déjà, il avait déjà demandé à ce qu'il y ait une convention entre les forces vives de l'Afrique du Sud pour discuter du destin de l'Afrique du Sud. On avait trouvé qu'il était prétentieux, on avait trouvé qu'il était arrogant. Donc ce qu'on a vu bien plus tard, en 1991 à 1992, ce qu'on appelle Convention for Democratic South Africa, une convention pour l'Afrique du Sud démocratique. 1 et 2, ce qui s'est passé, c'était déjà une idée qu'il avait proposée même avant d'aller en prison. Premier élément. Deuxième élément, quand il a décidé de faire la lutte armée, c'est sa position, on fait la lutte armée pour qu'on puisse avoir l'avantage du rapport de force afin de mieux négocier quand on aura les Blancs autour d'une table pour discuter. Et donc, c'est ce qui s'est passé après ces 27 ans en prison avec d'autres prisonniers. Et quand les Occidentaux se sont rendus compte que le pouvoir, c'est-à-dire le rapport de force était en train d'aller à l'avantage des leaders de l'ANC, c'est comme ça qu'ils ont pris l'initiative de vouloir négocier avec Nelson Mandela, ce qu'il leur a toujours demandé quand il était en prison. Donc c'est autour des années 85 que ces négociations ont commencé. Et puis, elles ont eu lieu. Les gens l'ont libéré dans l'espoir que quand il allait sortir de prison, qu'il allait demander, il allait renoncer à la lutte armée et qu'il n'allait pas parler naturellement de one man, one vote, c'est-à-dire une personne, une voix. Son discours, quand il est sorti, c'est exactement ce qu'il a dit
pour montrer qu'effectivement, il était pour la lutte et pour la conquête du pouvoir politique des Noirs en Afrique du Sud. Donc, voilà un peu l'aspect politique. Maintenant, sur l'aspect économique, ce qu'on sait, c'est que l'ANC a renoncé à la nationalisation. L'ANC a renoncé à la mise sur pied d'un certain nombre de réformes inscrites dans la charte, dans la charte de la liberté en 1955 par rapport au droit de propriété. Dans la mesure où, en 1913, déjà, il y a eu une loi foncière qui a été mise sur pied 3 ans après la création de l'Union sud-africaine, où on disait qu'un Noir ne pouvait pas être propriétaire d'une terre en dehors de sa terre d'origine. Entre-temps, les Afrikaners, les Boers et les Britanniques avaient déjà récupéré un certain nombre de terres déjà. Ils avaient déjà déproprié les Noirs dans cette partie du monde. Donc, voilà un peu, on aurait bien voulu que les Noirs en Afrique du Sud nationalisent les compagnies. On aurait bien voulu qu'ils récupèrent les mines d'or et les mines de diamants. On aurait bien voulu qu'ils récupèrent les terres dont ils ont été dépossédés. Mais la réalité de la transition, c'est que quand Mandela est sorti de prison entre 1990 et 1994, l'Afrique du Sud a connu une série de guerres et une série de conflits, de troubles, de telle sorte qu'on a pensé à un moment donné que l'Afrique du Sud allait connaître une guerre. Donc les négociations sur le plan économique ont eu lieu dans un contexte où il n'était même pas évident que les Noirs arrivent au pouvoir. Et c'est grâce à son esprit de sagesse, à son esprit de grand politicien, et puis bien d'autres, que l'Afrique du Sud a réussi, ou l'ANC a réussi à prendre le pouvoir en 1994. Alors, docteur, est-ce que vous pensez véritablement que Nelson Mandela a trahi la lutte? Non, quand les gens parlent de trahir, Nelson Mandela ne peut pas avoir trahi. Quelqu'un a passé 27 ans en prison. 27 ans en prison, pour ceux qui ne le savent pas, ce n'est pas. Je me souviens que quand je l'ai vu à la télévision en février 91, le 11 février 1990, toute ma vie là, il était en prison. Il est allé en prison avant que je ne naisse. Toute ma vie, il était en prison. Donc, il n'est pas seul avec le Walter Sisulu, les Ahmed Kathrada, et puis bien d'autres. Ils ont montré de la dignité et de la témérité face à l'oppression du régime raciste de l'Afrique du Sud, soutenu par toutes les puissances impérialistes du monde, que je n'ai pas besoin de citer. Toutes ces puissances-là ont soutenu le régime raciste de l'Afrique du Sud. Donc, quand il sort des prisons, comment il faut négocier avec les Occidentaux ou avec le régime raciste afin que les Noirs puissent avoir la majorité et la conquête du pouvoir politique en Afrique du Sud. C'était ça le premier objectif. Mettre sur pied une Afrique du Sud démocratique, ça ils l'ont fait. Faire en sorte que les Noirs aient la majorité parce que les Noirs sont majorité, ils l'ont fait. Et puis faire en sorte que les droits des minorités des femmes soient respectés, cela a été fait. Le seul élément qu'on pourrait leur reprocher, c'est ce qui est lié aux négociations sur le plan économique. Et je le dis encore, si, comme vous avez regardé ce documentaire, ceux qui ont pu regarder ce documentaire, Mandela's Fight for Freedom, les gens se rendront compte que pendant les négociations de 90 à 1994, ceux qui dirigeaient les Bantoustans, qui étaient les homelands et des États semi-autonomes, dirigés par des leaders comme Upa Goko, dirigé par Lucas Mangopé de Botswana et l'autre de Ciskei et KwaZulu-Natal de Buthelezi. Ces 3 territoires-là ne voulaient pas faire partie d'une Afrique intégrée. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Et naturellement, ils allaient faire tout ce qu'il faut pour pouvoir s'aimer la chienlit en Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud était au bord d'une guerre civile. Pendant ce temps, les Afrikaners ou de l'extrême droite, Eugène Terre Blanche, et puis bien d'autres personnes, d'autres forces, étaient en train de tout faire pour pouvoir créer, pour aussi se séparer. Voilà le contexte dans lequel l'ANC, dirigée par Nelson Mandela, ils ont fait les négociations. Donc il est possible que quand Nelson Mandela se rend compte qu'il ne peut mettre fin à l'esprit de sécession ou la chienlit causée par Buthelezi, c'est l'armée sud-africaine qui est rentrée dans le KwaZulu-Natal dans un contexte d'état d'urgence pour mettre fin à l'état de rébellion des troupes de Buthelezi. C'est ainsi que Buthelezi, qui décidait, qui ne voulait pas aller aux négociations, c'est comme ça qu'il a accepté de venir participer aux élections. Voilà le décor. Pendant que ça se passait, naturellement, l'ANC a dû faire des concessions
sur d'autres éléments. Et donc, on peut reprocher à Mandela d'avoir fait beaucoup de compromis. Voilà mais le décor que les gens doivent savoir. Oui, mais docteur, là, par exemple, est-ce que c'est pas, par exemple, dû au fait que beaucoup pensent que la popularité de Nelson Mandela a été fabriquée par rapport à ses accomplissements, par rapport à ses actions? Je voudrais ici vous lire un peu ce passage. C'était une interview de l'un de nos présidents, le président Gbagbo, dans Jeune Afrique. Et il disait ceci, c'est en janvier 2010. Jeune Afrique lui a posé la question, y a-t-il une personnalité politique en vie pour qui vous éprouvez une admiration particulière? Le président Laurent Gbagbo a dit non. Jeune Afrique lui a encore posé la question, même pas Nelson Mandela. Et voici la réponse du président Gbagbo. Ce serait une facilité politique correcte de vous répondre. Mandela, je suis un incurable historien, curieux de nature et je ne peux m'empêcher de poser des questions. J'ai lu avec attention l'autobiographie de Mandela et je trouve qu'il n'est pas transparent sur la nature des discussions qu'il a eues avec Pierre Botha avant sa sortie de prison. Qu'a-t-il véritablement négocié au juste? Quelles concessions a-t-il faites? Quand j'entends dire sur l'humanité devait se choisir un père, il s'appellerait Mandela. Je ne marche pas. Nelson Mandela est un homme politique. Ce n'est pas un mythe. Alors, est-ce que là, c'est pas parce que certainement tout le monde n'approuvait pas les actions de Nelson Mandela, ou bien est-ce que c'est pas parce que Nelson Mandela a été fabriqué pour le mettre au devant de l'histoire du monde? Bon, en tout cas, merci beaucoup, Monsieur Germain. J'entendais, il y avait des échos par rapport à ce que le président Gbagbo et son entourage pensaient ou pensent de Nelson Mandela, mais je n'avais pas lu cette interview. Je vais essayer de répondre à cette question d'une certaine façon. Tout à l'heure, je l'ai dit, moi je ne peux pas me réclamer historien. Voilà, je n'ai pas étudié l'histoire comme le président Laurent Gbagbo. J'ai étudié un peu d'histoire et Nelson Mandela, comme Gbagbo Laurent lui-même, fait partie des personnages qui m'ont impressionné depuis mon jeune âge. Et donc pour moi, ils ont été des sources de curiosité intellectuelle. Donc il y a Gbagbo lui-même, Nelson Mandela, Thomas Sankara, Fidel Castro. Donc c'est ce que, en évoluant dans ma vie, j'ai cherché à le connaître et j'ai voulu lire sur eux. Donc, quand on lit sur Nelson Mandela, de qui il s'agit? Quand on parle de Mandela, de qui il s'agit? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il était ce qu'on appelle en anglais de volunteer in chief. Pourquoi, de la génération de Mandela dans les années 60, pourquoi est-ce que c'est lui qui était devenu l'ennemi numéro 1 en Afrique? Pourquoi? C'est la première question qu'il faut se poser. Il n'était pas le président. Oliver Tambo allait devenir le président de l'ANC. Mais pourquoi est-ce que Oliver Tambo devait se retrouver en exil? Mais pourquoi est-ce que c'était Mandela? Pourquoi est-ce que ce n'a pas été Govan Mbeki, qui est le père de Thabo Mbeki, qui était un peu plus âgé? Pourquoi ce n'a pas été lui qui était vu comme le symbole de la lutte dans les années 60? Pourquoi ce n'a pas été Walter Sisulu qui a été le mentor de Nelson Mandela? Alors je pose cette question pour qu'on se rende compte que, avant même d'aller en prison, il avait établi sa popularité, sa renommée, en tant que celui qui représentait au mieux les aspirations du peuple sud-africain. En fait, je vais parler des Noirs et des Noirs qui n'avaient pas le pouvoir politique. C'est d'ailleurs pour cela que, quand on parle de lui, que ce soit pour la désobéissance civile, que ce soit pour le M-Plan, qui est son nom, que ce soit pour bien d'autres choses, son nom a été associé aux intérêts de liberté ou des désirs de justice des Noirs en Afrique du Sud. Ça, c'est d'abord un. Alors, quand ils étaient en prison, il y a eu un débat. Parce qu'il y a eu des années où on a eu des moments où les gens l'ont oublié un peu. Alors, quand ils étaient en prison, il y a eu un débat. Qui est notre porte-parole en prison? On a eu, selon les échos, Govan Mbeki semblait disputer le leadership à Mandela. C'est ce qu'on a appris. Quand ils se sont mis d'accord en prison, ils ont décidé que le porte-parole, là, ou le chef, là, c'était Nelson Mandela. Deuxième facteur. Troisième élément. Quand l'ANC voulait essayer d'accrocher le monde pour choisir quelqu'un qui allait représenter les intérêts de l'Afrique du Sud, de tous les hommes qui luttaient
en Afrique du Sud, que ce soit les Cyril Ramaphosa, le Winnie Mandela, le Walter Sisulu, le Oliver Tambo en exil, Thabo Mbeki en exil, les Chris Hani, tous ces gens-là, ils ont trouvé que celui qui représentait au mieux les intérêts de l'Afrique du Sud, c'était qui? Nelson Mandela. Troisième élément. Quatrième élément, quand les Noirs d'Amérique décident de se mettre dans le combat au début des années 70 et que toutes les stars du monde décident d'organiser des concerts que nous avons vus quand on était un peu plus quand on était jeunes. Quand ils ont fait tous ces concerts, celui qui est devenu la figure emblématique, symbolique de la lutte pour la dignité, la liberté et la justice en Afrique du Sud, c'était Nelson Mandela. Donc, ce que je veux expliquer, on ne parle pas de Mandela aujourd'hui, c'est un processus où, pendant toutes ces années, son nom, sa dignité, son courage ont été des sources d'inspiration pour tous ceux qui luttaient dans le monde entier. Alors, donc, quand il négocie effectivement avec les Occidentaux, pourquoi? Si on sait pourquoi, si on dit qu'on négocie avec lui, pourquoi? On a négocié avec lui parce que d'une façon ou d'une autre, quand les gens même font la guerre là, on s'assoit pour pouvoir définir les conditions de la paix. Et c'est dans ce décor là que les gens ont négocié. Maintenant, si on dit bon, Mandela est sorti de prison, mais les Noirs n'ont pas eu le pouvoir politique. C'est de ça qu'il s'agit. Il est sorti de prison et puis aujourd'hui on parle là, 20 ans après lui là, et les Noirs ont le pouvoir en Afrique du Sud. Et à chaque élection, ils ont 2/3 de la majorité. Donc, quelle négociation tu peux faire avec ton ennemi et puis depuis 20 ans après, là, tu as encore le pouvoir politique. Mais c'est sûr que sur le plan économique, les intérêts des Occidentaux n'ont pas été totalement, fondamentalement changés. Mais l'Afrique du Sud n'est pas une exception. Gbagbo lui-même, quand il est devenu président, il n'a jamais parlé du fait que la Côte d'Ivoire devait sortir de la zone CFA jusqu'à ce qu'on ait la crise de 2010-2011. 2 semaines avant les élections en Côte d'Ivoire, Gbagbo, compte tenu des conditions dans lesquelles il se trouvait, a décidé de donner un puits de pétrole à Total 2 semaines avant les élections. Bon, et je crois que l'interview là est venue avant les élections, n'est-ce pas? Janvier 2010. Janvier 2010. Voilà. Alors, donc, quand on parle de Gbagbo, de Nelson Mandela, qu'est-ce qu'il faut savoir? Mais ce qui est arrivé à Abidjan, et puis il y a eu la guerre, et c'est la même chose qui est arrivé en République centrafricaine, et puis il y a la guerre aujourd'hui. On allait en venir. J'arrive. Et c'est la même chose qui arrive au sud du Soudan. Ils ont été indépendants il n'y a même pas 2 ans. Puis déjà, il y a une guerre civile là-bas entre 2 groupes ethniques qui sont considérés étant membres de ce nouveau territoire. Pour ne pas aller plus loin, ce qui est arrivé dans les différents pays que j'ai cités, puis qui ont connu la guerre, c'est ce que Nelson Mandela a évité en Afrique du Sud. Et comme je dis, sa sagesse et sa dextérité ont fait que Boutelesi et tous ces gens qui voulaient faire sécession, et même Eugène Terre Blanche qui était armé, ça c'est des images. Quand on parle de Mandela, c'est pas Mandela et son autobiographie. Il y a des gens qui ont écrit, des gens qui étaient ses ennemis qui ont dit, ah ce monsieur, c'est un leader exceptionnel. Alors pour moi, Mandela est un mythe, pour toutes les raisons pour lesquelles je viens de dire et que je viens d'énumérer. Mandela est un mythe parce que quand il est devenu président, Mandela a décidé de laisser le pouvoir. Il aurait pu rester au pouvoir encore. Personne ne lui aurait dit, Mandela, il faut partir. Alors, docteur, vous disiez tout à l'heure, c'est ce que Mandela a fait pour éviter la guerre en Afrique du Sud. Vous avez donné l'exemple du Soudan, le sud du Soudan. Vous avez donné l'exemple de Centrafrique. Et puis, je crois que... J'ai parlé de la Côte d'Ivoire aussi. La Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso est encore assis sur des braises. Non, parce que il y aura les braises partout. Parce que le président... a décidé qu'il veut être candidat encore. Après 25 ans, voilà, il va se représenter. L'opposition déjà commence à faire de moi. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, nos présidents, pour parler un peu de l'héritage de Nelson Mandela, comment se fait-il que nos présidents ne peuvent pas suivre cette ligne tracée par Nelson Mandela pour éviter aux autres pays africains, ce qui, bien sûr, la guerre en Afrique du Sud? Mais justement, parce que en tant qu'être humain, chacun de nous traverse des épreuves. Chacun de nous traverse des difficultés. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Mandela a réussi à être à ce niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'il a tiré les leçons. Mais comment se fait-il que les autres ne tirent pas les leçons? Non, mais justement, c'est ça, c'est individuel, c'est personnel. Il a passé 27 ans en prison. Donc, il a eu le temps de réfléchir
Il a eu le temps d'étudier le pouvoir raciste blanc. Il a eu le temps de comprendre comment le monde fonctionne. Il a compris que quand il allait sortir de prison, pendant que d'autres personnes estimaient qu'il fallait faire une lutte frontale avec les Occidentaux, comme Winnie Mandela, radical, que nous admirons nous tous, mais qui estimait que, bon, si vous avez fait la guerre, est-ce que vous pensez que s'il y a une guerre entre les Noirs en Afrique du Sud, un exemple, et puis les Blancs racistes du régime de l'apartheid, vous pensez que les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne et puis Israël, ils vont être là assis, et puis l'Afrique du Sud qui avait une bombe atomique en ce moment-là, et puis les gens vont voir des Noirs en train de tuer des Blancs en Afrique du Sud, et puis ces pays-là vont s'asseoir et puis vont regarder. Si quelqu'un pense que la réponse c'est oui à cette question, mais ça veut dire que les gens n'ont rien compris. Déjà, quand j'étais en train de lire un ouvrage où, quand dans les villes côtières en Afrique de l'Est, où un Portugais te dit, quand on allait à Mombasa, ils ont tué 4 Portugais, mais parce qu'ils ont tué 4 Portugais, on a tué plus de 1400 résidents de la région. Depuis les 500 dernières années, il est difficile de tuer impunément un blanc. C'est ça la réalité. Ça peut arriver si on nous impose, si les gens, il y a des peuples opprimés peuvent subir une guerre qui leur est imposée, comme au Vietnam et bien dans d'autres espaces. Mais on va pas, dans ce décor-là, s'il y avait une guerre civile, les Noirs, ça m'étonnerait qu'ils soient au pouvoir, ou bien s'ils réussissaient à gagner, ça n'allait pas dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, où aujourd'hui, les gens peuvent essayer, espérer avoir les leviers de la société, et les leviers de l'économie, et les leviers de l'appareil d'État pour pouvoir essayer de donner un mieux-être aux populations. Donc voilà un peu ce qu'il faut que les gens sachent. Alors comme Nelson Mandela a compris qu'il ne fallait pas rentrer dans cette logique de confrontation avec les Occidentaux, et qu'ils ont pris les armes pour amener le régime raciste autour d'une table de négociation, et que Boutelesi estimait qu'il fallait détruire l'Afrique du Sud si ce n'était pas lui qui devait peut-être être ce leader-là. Dans ce décor-là, que quelqu'un ait réussi à éviter tout cela, bon, on ne peut pas quand même parler de lui comme s'il était n'importe quel président en Afrique. Alors c'est pour ça que j'ai dit que ce que nous avons vécu dans ces 3 pays-là, et puis il y a eu la guerre, puis dans bien d'autres là, c'est ce passé en Afrique du Sud, et là-bas, là, il n'y a pas eu de guerre civile. Alors, docteur, avec toute votre expertise, aujourd'hui, je crois que nous parlons un peu de l'héritage de Nelson Mandela. Et bien sûr, on ne peut pas parler de l'héritage sans parler d'héritier. Avec votre expertise aujourd'hui, qui pensez-vous en Afrique? Je n'ai pas envie seulement de me cantonner en Afrique du Sud. Qui pensez-vous en Afrique aujourd'hui pourrait être cité comme l'héritier de Nelson Mandela? Parce que les actions de Nelson Mandela, bien sûr, étant circonscrites sur un territoire sud-africain, ces actions se sont étendues dans le monde entier. On a bien sûr que Mandela, comme il y a David Gergen, qui a été le conseiller de 4 présidents aux États-Unis ici, qui apparaît sur CNN régulièrement. Il a dit, c'est vrai, Mandela est un noir, il est noir, il est africain, mais il nous appartient à nous tous. Il fait partie de l'universalisme. Voilà, à cause, et tout à l'heure, c'est ce que j'ai expliqué, les différents conseils, avant de revenir à la question. Et quand il est sorti de prison, il a capitalisé sur l'engouement qui a été ressenti à travers le monde entier. Toutes ces stars qui sont mobilisées pour lui, ces hommes politiques qui sont mobilisés dans les différentes parties du monde. Donc il a fait sa tournée. Il a même fait une tournée en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas si vous avez vu là, on était à Abidjan, on a su qu'il était venu rencontrer Houphouët-Boigny. Et puis il allait au Sénégal, il allait dans différentes parties du monde. Et puis bien plus tard, il allait se retrouver à Cuba, il allait se retrouver en Libye. C'est-à-dire, même les ennemis se sont retrouvés dans une même personne pour des raisons diverses. Il était consulté à tout moment. À ce niveau. Voilà. Il est intervenu dans le conflit entre la Libye et la Grande-Bretagne. Voilà. Donc, tout ça, il était consulté. Voilà. Donc, à partir du moment où il est devenu un apôtre de la paix et qui ne voulait plus blesser, il ne voulait pas revenir sur les choses du passé. Donc, comme lui-même il dit qu'il y a très peu de tragédies sur la terre qu'on ne peut pas transformer en opportunité. Et donc, il a transformé ce qu'il a vécu en une opportunité pour donner une leçon de pardon à ses anciens bourreaux, pour demander aux gens de l'Afrique du Sud de pardonner ce qui s'est passé, dans ce qu'ils ont vécu pendant plus de 350 ans en Afrique du Sud. Et puis, à partir de cet instant-là, toutes les stars du monde, que ce soit les Naomi Campbell, donnez-moi un nom de stars que vous connaissez, Naomi Campbell, Cristiano Ronaldo, tous ces gens-là, voilà, c'est eux. Donc quand ils meurent, avant même qu'ils ne meurent, c'est tous ceux-là qui se retrouvent dans
l'accomplissement de la lutte des Noirs en Afrique du Sud, et c'est tous ceux-là qui sont aujourd'hui en train de pleurer sa mort, c'est tous ceux-là qu'on a vus. Donc, on ne peut pas venir me dire que ce monsieur est tellement fort qu'il a réussi à avoir un héritage qui était fabriqué. Alors maintenant, pour revenir à la question, quand j'étais à Abidjan, j'avais pensé que Gbagbo Laurent avait le potentiel de devenir le successeur, c'est-à-dire quand Mandela n'allait plus sur la scène, celui qui aurait symbolisé les aspirations du peuple africain. Gbagbo Laurent avait le potentiel. C'est ce que je croyais en 1990. Bon, compte tenu du fait qu'il a eu une trajectoire qui a été controversée, et compte tenu du fait que sous lui, la Côte d'Ivoire a connu une guerre, et compte tenu du fait que sous lui, il y a eu une élection qui s'est mal passée, et puis aujourd'hui, il se retrouve en prison, et compte tenu de tous ces éléments-là, aujourd'hui, même si on estime que le combat pour la résistance en Côte d'Ivoire autour de Gbagbo s'inscrit dans un combat panafricain, il y a une bonne partie des Africains qui estiment, qui ont un point de vue différent. Or, Nelson Mandela, on a le sentiment qu'il y a quand même une majorité d'Africains qui se dit que ce monsieur, il a donné de la dignité à l'Afrique, il a symbolisé la résistance, il a fait en sorte que ceux hier qui étaient les bourreaux des Africains, aujourd'hui se rendent compte que l'Afrique peut produire un leader de la trempe de Nelson Mandela qui est à tel point qu'il est chanté même par les plus puissants et par les présidents des pays les plus puissants du monde. Alors pour l'instant, je ne vois pas encore en Afrique quelqu'un qui pourrait remplir un peu ce vide que Nelson Mandela a. Sur la base de quoi pensiez-vous déjà en 90 que le président Gbagbo pourrait porter les choses qu'il avait le potentiel. Sur la base de quoi? D'abord, il avait réussi à être le symbole de la résistance en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny n'est pas n'importe quel président. Alors donc, ça lui donnait un certain avantage d'avoir réussi à être celui qui symbolisait la résistance en Côte d'Ivoire. Et puis, donc ça c'était un. De deux, selon ce que je pensais, Gbagbo Laurent avait la possibilité d'articuler son discours et son combat de telle sorte que ce ne soit pas seulement un combat qui soit perçu et puis accepté par les Ivoiriens, mais que c'est un combat qui devait, son combat devait être le combat de la dignité africaine, en fait, situer son combat dans une dimension panafricaine. Et c'est à ce niveau-là que je dis que la trajectoire qui a été prise et le fait qu'il y a eu un effritement en Côte d'Ivoire de la politique, de la stabilité de notre pays, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de Gbagbo comme étant quelqu'un qui peut symboliser les aspirations des peuples d'Afrique, naturellement, il y a un débat. Alors, il y a un débat. Mais docteur, malheureusement, tel n'est pas le cas. Et vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, vous ne voyez personne en Afrique aujourd'hui qui peut porter véritablement les chaussures de Nelson? Non, ce que je dis, maintenant, Gbagbo Laurent est encore, Dieu merci, il est encore en vie, il est en prison. C'est comment est-ce qu'il négocie sa présence en prison, sa sortie de prison, et après la dimension qu'il donnera au reste des années qu'il aura à passer sur la terre. C'est par rapport à cela qu'on va voir si effectivement il peut être ce leader africain qui aura tiré les leçons de sa tragédie, comme Mandela a tiré les leçons de sa tragédie, afin par exemple de proposer un idéal beaucoup plus fort pour l'Afrique au-delà de la Côte d'Ivoire. Mais à ce niveau, il y a encore une grande question d'interrogation. Peut-être qu'on pourrait élucider un peu plus tard. Pas de problème, bien sûr. Voilà, on pourrait un peu élucider cet aspect un peu plus tard. Pas de problème. Donc, on va revenir, comme je le disais en introduction, voilà, le premier aspect de notre émission, c'était l'héritage de Nelson Mandela. Nous allons parler un peu de son combat inachevé, de la liberté de l'Afrique. Bon, tout à l'heure, on avait déjà abordé ces éléments-là. Aujourd'hui, la première leçon qu'il faut tirer du combat anti-apartheid, c'est que c'est un combat qui a réussi à mobiliser les Africains dans un contexte de solidarité panafricaine. C'est la première chose que les gens doivent savoir quand on parle de l'Afrique du Sud. Deuxième élément, ils ont réussi à situer le combat dans un contexte de solidarité internationale, c'est-à-dire des hommes qui ne sont pas africains, mais qui ont compris qu'il fallait, au nom de la justice et au nom de la liberté, qu'il fallait soutenir le combat pour la liberté en Afrique du Sud. Donc c'est pour cela qu'on a pris plus tard, on allait voir vraiment des millions de Blancs, un peu partout à travers le monde, soutenir le combat parce que c'était un système inhumain. Deuxième élément.
Alors, si on veut réfléchir aujourd'hui à un combat à poursuivre par rapport à la lutte de l'Afrique, parce que c'est vrai que nous avons une forme de liberté politique, mais nous n'avons pas la liberté économique. Nos terres, nos ressources sont encore dans les mains des puissances, des compagnies qui représentent, qui hier ont représenté les intérêts impérialistes et colonisateurs. Nos ressources sont encore dans les mains de ces compagnies et de tout ce qui symbolise la finance internationale. Alors donc, il faut donc continuer le combat pour la conquête de nos libertés économiques. Il faut continuer le combat pour la conquête, pour que l'Afrique puisse expérimenter et épouser un développement durable, de telle sorte que les Africains puissent, dans un contexte d'une intégration économique régionale authentique, consommer ce qu'ils produisent, vendre aux voisins avant de penser envoyer sur le marché international nos matières premières. Utopique ou réalité, docteur? Non, ce n'est pas de l'utopie. Il y a 40 ans, qui pensait qu'un jour, l'Afrique du Sud, Mandela serait libéré et que Mandela deviendrait président de l'Afrique du Sud. Et qui pensait que la colonisation allait prendre fin. Et qui pensait qu'on allait voir un fils d'Africain devenir président des États-Unis. Donc, ce n'est pas de l'utopie, mais dans la marche des temps et puis dans la marche des peuples, on sait que la justice est ce que nous devons poursuivre et il est possible que notre génération décide de créer les conditions et d'assurer ou d'assumer sa responsabilité historique afin de continuer le combat de nos ancêtres. Houphouët-Boigny a réussi à donner la liberté politique à la Côte d'Ivoire, mais jusqu'à 50 ans après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le CFA, l'argent des différents pays francophones se retrouve encore dans le trésor public français. C'est nous qui faisons le trésor public français. En fait, c'est ce que les gens disent. Voilà. Donc, ça se trouve dans le trésor public français. Et toutes les compagnies dont on a parlé, aujourd'hui, contrôlent encore nos ressources. À quand notre liberté tous azimuts? Non, c'est la responsabilité individuelle de chacun. C'est-à-dire, c'est nous qui devons penser que, selon les deux éléments que j'ai cités, dont j'ai parlé tout à l'heure, la dimension panafricaine du combat en Afrique du Sud et la dimension universelle du combat en Afrique du Sud, quand on s'inspire de ces deux piliers-là, on peut essayer de concevoir une stratégie de lutte aujourd'hui, au XXIe siècle, axée sur le développement durable, dans l'esprit d'unité et de solidarité, et puis en trouvant la meilleure perspective et la meilleure stratégie pour pouvoir reconquérir petit à petit les libertés économiques des Africains en tant que communauté, en tant qu'État et en tant que continent. Alors que nos présidents sont des députés de grandes puissances. Oui, mais c'est des préfets de grandes puissances. Oui, mais c'est pour cela que il faut que les gens s'organisent progressivement, s'inspirent de ce qui a marché en Côte d'Ivoire avec Houphouët-Boigny, avec Gbagbo Laurent, avec Nelson Mandela, avec Oliver Tambo, avec Sékou Touré, avec Senghor, avec tous ces gens qui ont symbolisé la lutte là. Si on s'inspire de ce qu'ils ont fait de positif, il est possible de voir, de créer les conditions à travers lesquelles on peut organiser la résistance. Et on n'a pas le choix. Parce que si on ne le fait pas, dans les 50 prochaines années, il y aura un autre système qui va être mis sur pied pour pouvoir maintenir les descendants de Mandela, de Houphouët-Boigny et bien d'autres là dans un système de dépendance. Alors, docteur, éternelle. comment pensez-vous que les générations à venir pourraient bien sûr orienter leurs actions pour en venir à ce but, le but de la libéralisation de l'Afrique? Bon, vous parlez de notre génération, nous peut-être qu'on ne va pas rester longtemps, mais comment voyez-vous les générations à venir? Non, chaque génération a une responsabilité. Nous, ce que nous devons faire, et j'ai eu le privilège d'être sur votre plateau plusieurs fois, comme le panafricanisme est le seul phénomène qui peut, à travers lequel et autour duquel un véritable combat pour l'indépendance économique de l'Afrique peut se faire. C'est le seul phénomène. Et je l'ai expliqué plus d'une fois que le principe de l'unité et puis la démocratie, c'était les deux grandes choses que la civilisation américaine, ou que ce qu'on peut appeler l'indépendance américaine, a donné à l'humanité. Au XVIIIe siècle, quand il parlait des États-Unis d'Amérique, en ce moment-là, l'Europe était encore sous les monarchies, et il leur a fallu deux grandes guerres mondiales pour qu'ils comprennent l'importance de l'unité. Donc, nous, en tant qu'Africains, c'est la marche des temps, la formation des grands blocs. Donc, on doit avoir une culture de solidarité, une culture d'unité. Et la fois passée, j'avais parlé du concept de Ubuntu.
qui est un concept qui représente les plus belles qualités dans un homme et puis les plus belles vertus dans une société, comme le partage, comme la solidarité, comme l'unité. Et ce sont ces vertus-là qui sont enseignées par les différentes religions et ce sont ces vertus-là qui sont exigées par la justice et ce sont ces vertus-là qui sont aussi recommandées par la morale. Donc aujourd'hui, si on s'appuie sur ce qu'il y a de positif dans le capitalisme et dans le socialisme et qu'on retourne vers ce concept philosophique africain, on peut avoir les ressources là pour développer une culture nouvelle de développement et puis une culture pour essayer de réduire les conflits dans nos sociétés. Docteur, nous tirons vers la fin de cette émission. Je voudrais demander votre point de vue sur cette citation de Nelson Mandela. En 1994, il dit « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. » Bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je suis d'accord, parce qu'on dit que ma liberté commence là où s'arrête celle des autres. C'est à peu près la même chose. On ne va pas devenir libre pour essayer de remplacer un système d'oppression qui existait par un autre système d'oppression. En fait, je crois que c'est ce que je comprends par cette citation. Donc aujourd'hui, les Noirs sont libres en Afrique du Sud. Ils doivent respecter les libertés de ceux qui étaient au pouvoir. Ils doivent respecter la liberté des hommes et des femmes en tant qu'individus, en tant que collectivité, en tant que communauté. Et c'est ce genre. Et c'est pour ça que quand on parle de l'Afrique du Sud, c'est vraiment une école. Que ce soit même l'ANC qui a été un parti démocratique depuis sa création, et jusqu'à ce qu'aujourd'hui l'ANC soit là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés parce que ce n'est pas de sitôt qu'on pourrait avoir un leader de la trempe de Nelson Mandela en Afrique du Sud. Mais il est possible de croire que si les Africains s'inspirent de ce qu'il a fait, qu'on puisse essayer de devenir chacun de nous des meilleures personnes pour pouvoir bâtir des meilleures communautés, pour que l'Afrique puisse revendiquer et reconquérir sa liberté perdue. En 30 secondes, votre dernier mot. 30 secondes. La régie me fait dire qu'on n'a plus assez de temps. Non, en fait, je vous remercie. Et tout ce que je vais dire, c'est qu'il est temps pour les Africains de prendre leur destin en main et que la génération de Nelson Mandela, les Gbagbo, les Félix Houphouët-Boigny, tous ces héros que nous avons connus, ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Ils ont réalisé des grandes choses, ils ont eu les moments, ils ont eu des faux pas. Les nouvelles générations doivent s'inspirer de ce qu'ils ont pu laisser comme héritage pour essayer de proposer un rêve dans une vision nouvelle qui se base sur la nouvelle dispensation du panafricanisme pour le XXIe siècle afin que l'Afrique puisse vraiment revendiquer sa place dans le Conseil des Nations. Chers amis d'Ivoire TV, voilà, comme vous le constatez, je recevais ce soir venu spécialement d'ici pour prendre part à cette émission, le docteur Nyaka Lagoke. Nous avons parlé, bien sûr, de l'héritage de Nelson Mandela et puis, bien sûr, de son combat inachevé pour la liberté de l'Afrique. Puisse notre Afrique soit libérée, puisse notre Afrique être libérée. Voilà, puisse notre Afrique être libérée, bien sûr, c'est la grande interrogation. Qui va le faire? Est-ce notre génération? Les générations à venir, quand on sait que la plupart de nos présidents sont des préfets des grandes puissances. Bonsoir, dormez bien. C'était Jean-Marc Kouassi, docteur. Merci beaucoup. Merci de déclarer notre lanterne. Merci beaucoup. Bonsoir et bon retour à Washington. Merci beaucoup. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.